Bonjour, merci à tous de vous être connectés pour ce live avec Quentin Delisle. Nous allons aujourd'hui décrypter les marchés de l'énergie. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les 15 jours, l'Expresso en tant que tel, mais tous les mois. Donc, pour un Expresso sur deux, Quentin vient nous éclairer, nous apporter son expertise et celle de son équipe pour décrypter l'actualité des marchés. Et en ce moment, nous en avons besoin. Merci à tous les participants fidèles depuis quelques numéros et bienvenue aux nouveaux arrivants. Quentin, bonjour. Bonjour Marc. Alors, Quentin, il y a quelques semaines, démarrait la crise russo-ukrainienne avec là, très récemment des pics d'inquiétude. Il y a quelques jours, Julien d'Alessandro nous expliquait que les principales préoccupations des acteurs étaient la gestion du risque. Ma première question, elle va être très très simple. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui ? Eh bien Marc, oui, effectivement, il y a des bonnes nouvelles. Il faut savoir les identifier, les mettre en lumière. Ça ne change pas forcément le cours des choses, hein, puisque globalement, les marchés sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils vont évoluer au fur et à mesure que celles-ci vont arriver et contrebalancer les mauvaises nouvelles. Donc globalement, il faut quand même les voir, les identifier, parce qu'elles ont un impact significatif sur ce marché-là, et donc il faut les connaître. Globalement, on va peut-être commencer par le climat. On en a beaucoup parlé, du coup dans les derniers expressos, hein, puisqu'on est encore, en plein hiver, en hiver gazier même comme on dit. On n'est pas encore sorti de cette phase où on tire sur les stockages de gaz. Donc le climat. Le climat globalement, on a eu un début d'hiver un peu froid, rappelez-vous, aux alentours de novembre, décembre, et puis globalement, on a eu une vague de chaleur intense entre guillemets, bien évidemment, au moment de Noël, avec des anomalies de température élevées. Puis, on a eu encore de la douceur globalement sur le mois de janvier avec un tout petit peu de fraîcheur et un mois de février relativement chaud finalement. On ne sait pas encore si ce sera le cas pour mars, mais pour l'instant, c'est quand même une bonne nouvelle que ça nous évite de trop soutirer de nos stockages qui sont actuellement assez faibles. Évidemment, l'autre bonne nouvelle concerne l'actualité du gaz naturel liquéfié. On l'a entendu dans l'actualité, on a énormément de bateaux de gaz naturel liquéfié qui sont arrivés sur les côtes européennes, puisque globalement l'Asie n'achète plus trop de gaz avec sa remontée de production de charbon, pardon, et que globalement ce gaz naturel liquéfié coûte encore très cher, mais il permet de revenir sur nos côtes et du coup de limiter finalement les sorties de stockage. On a même vu une journée ou deux de réinjection dans les stockages de gaz à l'heure actuelle. Parfait. Merci. Effectivement, c'est là où je te rejoins, c'est qu'il y a quelques bonnes nouvelles et il faut tout de même les pointer du doigt, les saisir et en parler quand même un petit peu. Malgré tout, Quentin, j'aimerais bien qu'on revienne quelques minutes sur la situation en Ukraine et loin de moi l'idée de vouloir supplanter en fait tous les médias traditionnels qui s'emparent à juste titre du sujet. J'ai une question double et qui ne concerne que le secteur de l'énergie, c'est très précis. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour l'énergie, c'est-à-dire quel est le lien entre ces tensions et au final la facture de nos clients? Et la deuxième partie de ma question, une fois ce lien établi, quels sont finalement les risques encourus à court terme du fait de cette situation sur les marchés de l'énergie? Alors, effectivement, c'est une bonne question puisque globalement, on va avoir cet aspect un peu technique et autres, et puis après un peu plus physique sur ce monde de commodités. Spécifiquement pour l'énergie, on va distinguer le poids de la géopolitique sur le marché de l'aspect technique et du coût du transport du gaz. Globalement, sur les factures d'énergie, cela va un peu dépendre des différentes formules de prix évidemment, mais globalement, ce que l'on peut voir sur les marchés, c'est qu'actuellement, le prix des énergies s'envole. Il s'envole non pas pour des raisons physiques directement, mais plus pour des questions de prime de risque, de géopolitique. C'est-à-dire qu'on a l'effet des nouvelles qui s'annoncent sur le marché, qui vont faire évoluer les prix, mais actuellement, nous n'avions pas encore réellement d'impact sur le physique. Globalement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément d'impact sur un gazoduc directement. Du coup, on n'avait pas ce flux physique qui était interrompu. La Russie a continué à envoyer du gaz par l'Ukraine à très faible niveau, mais depuis quelques mois, et donc cela continue actuellement. Maintenant que le conflit est un peu plus installé par rapport à ce qu'on a pu entendre ou autre, évidemment, on s'inquiète un peu plus, le physique reprend le dessus, puisqu'on pourrait s'attendre à différentes actions, même si, encore une fois, c'est purement spéculatif en termes d'action actuelle. Ok.
C'est bien compris. Il y a quelques jours, donc je faisais référence en fait à l'intervention de Julien D'Alessandro, responsable commercial chez nous, qui faisait aussi l'exercice de l'expresso, mais plutôt du côté offre et contrat. Julien parlait de prioriser en fait nos offres indexées. Mais aujourd'hui, après cette nuit qui est dramatiquement historique, nous annonçons, comme un bon nombre de nos concurrents, un retrait de nos offres. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On ne propose plus rien à nos clients? Alors, par rapport à ce qui a été dit justement par Julien, hein, durant le dernier expresso, j'aimerais insister sur le conseil, notamment sur le manque d'avantages des offres à prix fixe, en période de trouble comme aujourd'hui. Donc, globalement, les offres indexées offrent plus de flexibilité et évitent potentiellement d'acheter sur un jour élevé toute son énergie. Donc globalement, le conseil est toujours présent, puisque globalement, on peut déjà commencer à prendre des positions sur le plus lointain, comme on l'a pu le voir dans différents expressos où on parlait des prix éloignés qui étaient moins chers. Donc les offres indexées permettent d'avoir une certaine flexibilité, contrairement à un prix fixe, où du coup on se retrouve bloqué en termes d'optimisation de prix. D'autre part, pour le retrait d'offre, il est forcément limité dans le temps. C'est-à-dire que vraiment, c'est un critère éphémère. Rappelons-nous, au dernier trimestre dernier, on a eu des retraits d'offres qui s'effectuaient à certains moments avec les volatilités extrêmes liées en partie aux centrales nucléaires ou autres. Donc, c'est un peu comme la suspension d'une cotation en bourse. Vous avez un titre qui est du coup suspendu, qui ne peut pas se traiter jusqu'à un instant T. Et à partir d'un certain moment, quand on estime qu'il y a une certaine sécurité qui est de retour, on remet la cotation en route. Et donc, c'est justifié dans le temps. Et donc, actuellement, aujourd'hui, nous avons énormément de volatilité. Attention, ce n'est pas un arrêt complet du marché de l'énergie dont on parle actuellement, mais c'est une sécurité pour diffuser du risque. À la fois, c'est un risque client, mais c'est aussi du risque fournisseur actuellement qui est présent sur le marché avec cette volatilité. Ok, c'est bien clair. Lors de notre dernier échange, donc il y a quelques semaines maintenant, les principales questions qui étaient posées en fait sur le chat concernaient les projections en fait et surtout la stratégie d'achat. En clair, en fait, nos clients qui avaient des contrats à terme 2023 ou 2024 voulaient savoir en fait s'il fallait acheter maintenant, indépendamment de la suspension des cotations, ou s'il fallait miser sur une détente des marchés. Et je parle bien des clients qui étaient sur des termes 23, 24 et plus, sachant qu'on avait traité le sujet des clients qui étaient sur des termes 2022 où il y avait plutôt un degré d'urgence assez élevé. Qu'est-ce qu'on peut répondre en fait pour ces clients-là? Globalement, ce qu'on avait dit à ce moment-là, c'était qu'on avait beaucoup d'incertitudes dans ce marché, aussi bien pour l'électricité que pour le gaz. Donc globalement, la réponse est globale, hein, pour les deux énergies. Je pense que d'ailleurs, on pourrait projeter les courbes, Marc? On pourrait regarder nos prix? C'est parti, c'est en ligne. C'est parti, c'est en ligne. Donc globalement, vous retrouvez deux graphiques qui avaient été présentés d'ailleurs dans le dernier expresso, qu'on a du coup actualisé et du coup qui vont nous permettre de nous rendre un peu plus compte de ce qui s'est réellement passé sur ces marchés. Dans le dernier expresso, on expliquait qu'on avait énormément d'incertitudes. De l'incertitude, d'une part, parce qu'il y avait le début du conflit Russie-Ukraine qui s'installait avec les primes de risque de géopolitique ou autres. On avait aussi toute l'histoire autour de la disponibilité du nucléaire, mais aussi sur le fait qu'on était dans un hiver gazier qui n'était pas encore terminé. Donc, globalement, on se rend bien compte qu'actuellement, le marché est en train d'exploser. Vous avez une espèce de tunnel, hein, qui est dessiné par les deux horizontales sur le marché, qui étaient, entre guillemets, les points bas espérés et les points hauts qui limiteraient potentiellement une hausse à court terme. On voit bien que toutes ces courbes-là ont été traversées totalement à la hausse, aussi bien sur le gaz que sur l'électricité. Alors, un peu plus aujourd'hui sur le gaz, et l'électricité continue son mouvement. Et donc, globalement, qu'il y a encore du risque à prendre. Attention, sur ces graphiques-là, on voit bien qu'il n'y a pas de plafond. La sortie de l'hiver ne rimera pas non plus forcément avec une baisse des prix. On a plusieurs exemples comme ça dans le passé où des points bas ont été atteints en plein hiver. Donc, on est réellement dans un marché très incertain, très inédit, sur des choses qui ne sont pas forcément maîtrisables, on s'en rend bien compte. C'est quelque chose qui est à la fois aussi mondial. Donc, il faut faire toujours très attention sur les prises de décision à ce moment-là. On s'attend à énormément de volatilité. Attention, on ne parle pas forcément d'une baisse dans les prochains jours ou autres. Il va falloir vraiment voir comment va se
va s'installer cette géopolitique et ce rebalancement des cartes actuelles avec ce conflit, et donc de voir tout l'enjeu qu'il y aura derrière. Évidemment, on va surveiller énormément les marchés, on essaiera de rester mieux informé possible pour vous accompagner dessus. Attention encore, c'est qu'on voit bien que sur ces graphiques-là, les maturités éloignées continuent de progresser à la hausse pour rejoindre certains niveaux. Qu'est-ce que tu appelles les maturités éloignées, s'il te plaît? Les maturités éloignées, on précise bien que du coup, ce sont les maturités au-delà de 2023, c'est-à-dire au-delà de décembre 2023. Donc, on va parler des calendriers 2024, 2025, potentiellement aussi 2026, qu'il faut pouvoir anticiper pour pouvoir potentiellement prendre des positions. Parfait. Alors, la question qu'on nous pose en fait aussi, par rapport à tes recommandations, mais aussi à celles de Julien, c'est, on a les conseils, comment on fait pour les mettre en œuvre. Avant de répondre à quelques questions en fait qui ont été posées sur le chat, je voudrais en profiter pour rappeler en fait notre ambition, notre posture en fait chez NJ Entreprise et collectivité, à savoir nos enjeux pour nous, c'est d'être vraiment fournisseur conseil en fait auprès de nos clients dans des périodes aussi chahutées que celle-ci. Le plus évident, c'est quand même de se rapprocher de nos équipes pour prendre conseil et fort de ces conseils, pouvoir prendre les meilleures décisions d'achat ou à minima établir un scénario en fait pour déclencher ces différentes décisions. On essaye de ne pas oublier non plus en fait toute la gamme digitale en fait à laquelle Julien avait fait référence pour faire le suivi justement des marchés. On met à disposition de tout notre portefeuille des outils puissants pour pouvoir justement voir notamment une partie de ces prix. Quentin, est-ce qu'on peut répondre à quelques questions qui sont publiées sur le chat? Tout à fait, Marc. Alors, il y en a quelques-unes. Toutes les questions auront une réponse dans la mesure où si vous posez les questions en fait de façon publique, c'est-à-dire avec votre nom, au cas où on n'ait pas le temps de traiter la question aujourd'hui en live, on reviendra vers vous en fait, nommément si on arrive à vous retrouver nos fichiers. Alors, on a une première question sur l'agitation depuis hier autour de l'Ukraine qui va entraîner une rupture d'alimentation au gaz et donc une augmentation importante pour les consommateurs. Comment envisagez-vous le rééquilibrage avec les autres sources d'approvisionnement? Alors, sur cette question, on part du principe qu'il y a une rupture d'alimentation, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, actuellement, on ne parle pas encore forcément de rupture. Globalement, il y a sûrement des informations qui vont arriver prochainement. On verra ce qui passera réellement sur ces flux physiques. Mais globalement, on n'a pas encore eu d'effet de rupture totale. Donc, on a eu des fortes baisses de livraison de gaz, ce qu'on a depuis déjà quelques temps par la Russie. Évidemment, ça va être très compliqué de pouvoir rebalancer tous les flux, hein, globalement, parce que la Norvège envoie des flux d'une certaine façon, qui est déjà conséquente. Également, les bateaux de GNL continuent d'arriver, mais il sera difficile de pouvoir réactualiser en direct aussi rapidement que ça si la Russie stoppait ses envois de flux de gaz via l'Europe, vers l'Europe. Ok. Parfait. On a aussi, alors on a quelques questions sur les copropriétés. Pour ça, chers clients, on reviendra vers vous. Les stocks stratégiques de gaz sont proches de leur maximum, non? Là, une fois de plus, les stocks de gaz, attention, c'est que globalement, vous avez d'un côté les stocks stratégiques qui vont être sortis en fonction de ce qui pourrait se passer, mais vous avez aussi les stockages européens au global à suivre, et ceux-là sont toujours dans leur range très très bas de ces dernières années, même si c'était un peu plus catastrophique en janvier, ça s'est un peu calmé, mais on est toujours sur une phase très très baissière des stockages de gaz en Europe. D'accord. Il y a d'autres questions par rapport à l'approvisionnement en Europe. On nous demande si l'Europe peut-elle se passer de Nord Stream? Alors attention, Nord Stream, c'est 2 sujets. Vous avez Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Nord Stream 2 n'a jamais été mis en service actuellement, donc il n'y a jamais eu de gaz commercialisé dedans. Donc actuellement, on pourrait dire qu'on pourrait s'en passer, en dehors de tout ce qu'on voyait sur le conflit actuellement. Nord Stream 1 est un flux physique important, puisque globalement, la Russie, c'est 25% de l'approvisionnement gazier d'Europe ces dernières années. Évidemment, c'est en fonction de ce qui va se décider, il pourrait y avoir des conséquences sur ces flux physiques. Mais du coup, il y a bien 2 sujets. Nord Stream 1 avec les contrats actuels, Nord Stream 2 qui n'a jamais été mis en service pour l'instant. Parfait. Il est 14 h. On s'efforce toujours pour ce format court
ce format express de tenir le timing, de sorte que chacun puisse rejoindre ses premiers rendez-vous, ses premières réunions de l'après-midi. Merci de nous avoir suivis. Je me permets d'insister sur un point, la notion de proximité en fait avec les différents interlocuteurs, les différentes interlocutrices que vous avez chez Engie Entreprises et Collectivités, c'est très important. Nous sommes votre fournisseur conseil. Si vous avez besoin de comprendre plus ou de développer ce qui a été présenté aujourd'hui en décryptage par Quentin, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels. Excellente fin de journée à tous. Au revoir Quentin. Au revoir Marc, à très bientôt. À bientôt.